va donc démarrer. Merci d'assister à cette conférence, tout d'abord. Donc je représente le groupe Soprema. Je m'appelle Lionel Zinn, je suis responsable technique du département Sopra Nature de Soprema. Et je suis accompagné aujourd'hui par deux de mes collaboratrices. Donc on a Alicia Adrovic, qui est chargée de projet en hydrologie urbaine. Donc Alicia est ingénieure hydrologue. Et Alix Roussel, qui est également spécialisée dans le domaine des eaux pluviales, donc chef de projet dans le domaine des eaux pluviales. Voilà. Donc cette petite équipe là aujourd'hui, nous allons vous parler des solutions de Soprema dans le domaine de l'eau au sens large du terme, et plus particulièrement des eaux de pluie. Et vous verrez qu'on va aussi élargir un petit peu le sujet au niveau du traitement des eaux grises. Donc on va démarrer par déjà vous dire qui on est, Soprema. Alors Soprema, c'est un groupe industriel familial spécialisé dans le domaine de l'étanchéité et de l'isolation. Ça, c'est le cœur de métier de Soprema depuis plus de 100 ans maintenant. Donc c'est une grande famille, puisque vous voyez qu'on est 10 000 collaborateurs, mais ça reste une entreprise familiale détenue par l'arrière-petit-fils du fondateur, donc Pierre-Étienne Binchedler, PDG, dirigeant du groupe Soprema. Alors c'est un groupe industriel, comme je l'ai dit, spécialisé dans les produits d'étanchéité et d'isolation. Nous sommes représentés dans je cherche le nombre de pays. Il n'y a plus le nombre de pays. Bon, vous voyez qu'on est un petit peu partout sur la planète. Plus de 120 filiales, 10 000 collaborateurs, 46 centres de formation, 123 sites de production industrielle, 79 agences et filiales de pose en France. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement industriel fabricant, on est aussi poseur en France. Nous avons donc une très grande trajectoire d'innovation chez Soprema, donc 150 brevets entretenus, 23 centres de R&D. Ça veut dire que l'innovation prend une place importante dans la démarche de Soprema. Chiffre d'affaires en progression depuis plus de 20 ans, puisqu'aujourd'hui on frôle les 5 milliards de chiffre d'affaires sur l'activité monde. Voilà pour qui nous sommes. Alors, sur cette frise, on retrouve les dates un petit peu marquantes du groupe. Donc, création en 1908. Alors, il ne s'est pas rien passé entre 1908 et 1987, mais on n'a quand même que 45 minutes aujourd'hui, donc on va la faire courte. Les dates peut-être les plus intéressantes dans cette frise, 1987, création du département Sopra Nature, donc c'est tout ce qui est toiture végétalisée, façade végétalisée. On est aujourd'hui le leader français dans le domaine de la toiture végétalisée, extensive, semi-intensive. Donc en toiture, conquête de la 5e façade du bâtiment. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Une autre date marquante, Sopra Solar, donc le développement des solutions photovoltaïques en toiture. On présente sur le stand qui est juste derrière des solutions d'isolation biosourcées. Donc là, on les retrouve un petit peu diffuses, universelles, solutions en ouate de cellulose, qui depuis la réduction un peu drastique de la presse papier a été relayée par un produit qu'on appelle la glacine, qui est donc un produit qu'on retrouve au dos des étiquettes autocollantes, ce papier jaune un peu cireux, qui est transformé en matière première pour fabriquer des isolants. Donc les quantités sont très très importantes, et c'est un déchet qu'aujourd'hui Soprema récupère, recycle et fait des isolants que vous retrouverez juste derrière sur notre stand. On a également travaillé sur le confort d'été avec toutes sortes de solutions pour rafraîchir le bâtiment. Le Mammouth Neo, qui est une membrane d'étanchéité qui a comme particularité d'intégrer 75% de produits biosourcés à l'intérieur de cette membrane. C'est-à-dire que schématiquement, il y a plus de produits pétro-sourcés dans vos vêtements, dans les vêtements que vous portez, que dans cette membrane d'étanchéité. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir que le monde de l'étanchéité a fait ce type de progrès. Et puis, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, la gamme de solutions Skywater. Donc c'est un nom commercial qui définit toutes les solutions du groupe Soprema destinées à la gestion de l'eau. Voilà, donc c'est ça qu'on est venu vous présenter aujourd'hui, tous les trois.
Alors le contexte en quelques points hein, pour savoir sur quel socle on se repose pour vous présenter la gamme. C'est premièrement le dérèglement climatique, l'artificialisation des sols, en milieu urbain principalement, qui nécessite de réinventer le bâtiment. Donc Soprema, acteur du bâtiment, responsable, met au point une gamme de solutions pour atteindre ces objectifs. Les objectifs, c'est de rafraîchir l'air, réduire les îlots de chaleur, favoriser la biodiversité, ça c'est le volet toiture végétalisée, faire revenir la nature en milieu urbain, réduire le ruissellement sur les surfaces imperméables. Donc d'abord c'est réduire les surfaces imperméables, ensuite réduire le ruissellement sur ces surfaces, préférentiellement poreuses, éviter donc les inondations en milieu urbain, répondre à la loi climat et aux obligations des PLU, on aura l'occasion d'en discuter ce matin, et gestion des eaux pluviales et abattement. Vous verrez qu'on a des solutions très concrètes qui sont déjà mises en place sur des projets pour gérer les débits en sortie de toiture, faire de l'abattement pluvial et donc faire de ce qu'on appelle de la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Et puis on y ajoute un nouveau maillon dans cette famille de produits, c'est la réutilisation des eaux grises. Donc on se rend bien compte que les eaux pluviales ne sont pas suffisantes. On vit une période particulièrement sèche depuis plus d'un mois. On a beau stocker de l'eau pluviale en toiture, quand il n'y a plus d'eau pluviale, on a un problème. Donc on réfléchit à d'autres gisements pour pouvoir alimenter le bâtiment et les espaces verts le cas échéant. Et donc optimiser les mètres carrés en toiture, parce que finalement tout ça c'est profitable pour le bâtiment, ça valorise le bâtiment et donc ça permet de valoriser le mètre carré de patrimoine bâti. Voilà, et de répondre à l'augmentation du coût de l'énergie et de l'eau par des économies en eau du réseau. Voilà le contexte. Donc pour ça, ce qu'on va vous présenter ce matin se résume autour de 4 piliers. Les 4 piliers, c'est réduire les quantités d'eau déversées vers les réseaux d'assainissement. Deuxième pilier, la régulation des débits d'eau renvoyés vers les réseaux d'assainissement. Donc il y a une notion de volume et il y a une notion d'intensité de débit. Une notion de rafraîchissement. Toute cette eau, qu'est-ce qu'on en fait ? On peut par exemple l'utiliser pour rafraîchir. Et la réutilisation, donc quand on n'a plus d'eau de pluie, qu'est-ce qu'on fait ? On va se focaliser sur des gisements de type eau grise. Voilà, donc ça c'est la présentation. Je passe la parole, on est 3, donc vous avez remarqué qu'on va faire circuler le micro. Donc Alicia va nous présenter les solutions de réduction de débit et réduction de quantité. Merci Lionel. Donc bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter comment. Je peux avoir juste comment réduire le volume d'eau pluviale vers les réseaux d'assainissement. Donc ça peut être c'est possible grâce aux toitures végétalisées Sopranature, parce que l'abattement pluvial est possible grâce à la captation de l'eau grâce au substrat, qui finalement se comporte comme une éponge, et à l'évapotranspiration des plantes qui vont évacuer cette eau stockée dans le substrat de façon vers le haut finalement et non pas gravitaire. Toutes les toitures végétalisées Sopranature réalisent de l'abattement pluvial. Aujourd'hui, l'abattement pluvial est intégré dans un certain nombre de PLU en France, notamment Paris, Lyon, Nantes, etc. Et donc, de plus en plus de villes imposent cet abattement pluvial. Et nous, on aide nos clients à dimensionner la bonne toiture végétalisée pour répondre à cet abattement pluvial. On va donc réaliser une modélisation hydrique de ce qui se passe au niveau d'une toiture végétalisée à partir d'un historique de pluie. On a 10 ans d'historique de pluie locale, donc là où est situé le projet, et on va calculer le volume d'eau qui sera réduit par les toitures végétalisées. Bien sûr, on va prendre en compte de l'épaisseur du substrat, des plantes qu'on va y mettre, si on est plutôt sur des toitures extensives ou semi-intensives. Et on va modéliser donc tout ça pour fournir au client une note de calcul qui va donc donner une performance de notre toiture végétalisée.
Donc par exemple, là, on a un exemple d'abattement pluvial d'une toiture végétalisée Sopranature Pampa. Donc c'est une prairie sèche qui va donc à Paris réaliser 71% d'abattement pluvial. Donc sur tout ce qui tombe à l'année, en moyenne, 71% de la pluie sera captée et évapotranspirée par la toiture végétalisée. On voit bien une différence entre l'été et l'hiver, mais c'est, j'allais dire, un peu normal. On a moins d'évapotranspiration en hiver, mais tout de même, on a de l'abattement pluvial qui est réalisé en hiver. Et donc, on va fournir, comme je le disais juste avant, une note justificative pour agrémenter le permis de construire, les demandes de subvention en justifiant la performance de cette toiture végétalisée. Donc juste avant, j'ai présenté la réduction du volume. Donc c'est plutôt pour des pluies courantes. Finalement, les pluies qu'on retrouve un peu tous les jours lorsqu'il pleut, pas en ce moment. Pour tout ce qui est régulation de débit, on nous impose de réguler les débits de pluie décennale, centenale. Donc c'est également dans les PLU. On va nous demander de réguler un débit à 10 litres seconde hectare avant de rejeter vers les réseaux d'assainissement et réaliser une rétention d'eau temporaire. Aujourd'hui, le toit, donc c'est une surface qui est disponible et on peut donc faire de la rétention d'eau temporaire sur le toit et réguler cette eau avant l'envoyer au réseau d'assainissement et donc parfois supprimer ou réduire le bassin de rétention qui a été prévu. Finalement, on va valoriser cet espace du toit. Donc nos produits phares chez Soprema, donc c'est Slowly, donc notre limiteur de débit qu'on va placer au niveau des évacuations d'eau de pluie au niveau du toit. Donc que ce soit des EP verticales ou horizontales, donc en traversée d'acrotère. Et on va combiner ça avec Retentio, donc qui est notre système de nid d'abeilles qui va stocker temporairement l'eau de 50 à 150 mm d'eau. Donc il est possible de combiner donc le Slowly, le Retentio avec une toiture végétalisée, une toiture gravillonnée, des dalles sur plot si on veut la rendre accessible. Donc on a plusieurs finitions possibles. Et bien sûr, on calcule également le débit rejeté vers le réseau, le volume d'eau, et on fournit également une note de calcul pour toujours justifier de la performance de la toiture et alimenter le dossier de permis de construire, etc., pour être sûr d'être conforme à la réglementation. Ensuite, on a le rafraîchissement. Pourquoi ? Parce qu'on a donc comme je disais juste avant, la toiture végétalisée va intercepter l'eau de pluie, on va la stocker, et par évapotranspiration, finalement, on a de l'énergie qui se crée, et ça va créer du rafraîchissement. Donc toutes les toitures végétalisées créent du rafraîchissement. Donc vous êtes bien conscient que lorsque vous êtes dans des espaces végétalisés, il fait plus frais que sur des espaces bitumineux. Et donc chez Soprema, on a travaillé sur une toiture végétalisée, un système végétalisé Sopranature fraîche, avec la sélection de plantes à forte capacité évapotranspiratrice, dans le but de rafraîchir donc à une évaporation jusqu'à 1000 litres d'eau sur 100 mètres carrés, et on a modélisé un rafraîchissement de 4 degrés au-dessus de la toiture. Bien entendu, pour que la toiture rafraîchisse, il faut de l'eau. Donc soit l'eau de pluie tombe dessus, soit comme en ce moment il ne pleut pas, il faut l'arroser. Mais il faut bien sûr l'arroser de manière intelligente et raisonnée. Donc on a une solution d'irrigation active qu'on appelle Aquatex. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une natte d'irrigation qu'on met entre le substrat et la couche de drainage, où on va vraiment arroser à bas débit au niveau des racines. Donc on ne va pas perdre d'eau par absorption, etc. On va vraiment arroser là où la plante en a besoin. Donc qui permet une réduction de 60% de la consommation d'eau par rapport à d'autres systèmes d'arrosage, notamment l'aspersion. Et on peut rendre cet arrosage actif intelligent grâce à des capteurs d'humidité. Donc on va mettre une sonde d'humidité au niveau de notre substrat, et selon si notre substrat est sec ou non, on va arroser. Et donc on va éviter d'arroser s'il a plu la veille ou s'il va pleuvoir le lendemain, pour vraiment avoir cette quantité d'eau raisonnée au niveau de nos toitures.
peux dire un mot ? Bien sûr. Je voulais juste ajouter que dans ce contexte, l'arrosage n'est pas forcément un ennemi. C'est un petit peu ce qu'on a tendance à penser, c'est que dès qu'on parle d'irrigation ou d'arrosage, tous les warnings s'allument, mais oui, mais il n'y a pas d'eau. Je pense que si on veut à la fois atteindre les services écosystémiques de rafraîchissement, de biodiversité, d'amélioration du cadre de vie, de revégétalisation, tout ça, ça ne se fera que si les plantes ont de l'eau. En milieu urbain et encore plus en toiture. En toiture, la toiture est vraiment un milieu limitant dans lequel sans eau, on peut difficilement conserver un végétal en vie sur une très longue durée. Alors on travaille sur des sélections végétales avec des plantes qui peuvent tenir 15 jours, 3 semaines, des plantes de milieux désertiques. On arrive à les conduire en toiture pendant plusieurs semaines sans eau, mais ce n'est pas forcément ces plantes désertiques qui vont apporter du rafraîchissement. C'est des plantes qui vont se mettre plutôt en mode survie et qui ne vont pas forcément apporter le rafraîchissement nécessaire. Donc si on veut des oasis de verdure en ville, je pense qu'il faut plutôt réfléchir à comment irriguer, comment réduire le besoin en eau, mais à un moment donné, comment irriguer. Et donc ce comment irriguer, nous on a travaillé sur des solutions, ce qu'on appelle donc arrosage actif. Arrosage actif, on est branché à l'eau du réseau, et c'est cette eau du réseau qu'on met à disposition des plantes avec un débit le plus faible possible. Donc la particularité d'Aquatech, c'est d'irriguer à 4,5 litres par heure de fonctionnement. Vous voyez, donc c'est pas énorme. Chaque heure de fonctionnement distribue 4,5 litres par mètre carré. Donc ça, c'est un premier système d'irrigation active. Et donc la dernière slide, celle qui est encore visible là, on est toujours en toiture sur un système de végétalisation. Il est possible de l'équiper avec le système donc qu'Alicia a expliqué, intelligent dans la mesure où il n'arrose pas si la plante n'en a pas besoin. Et si, pour ceux, je ne sais pas si ici il y a des gens qui font de l'irrigation, mais ça fait 50 ans qu'on arrose, que l'arrosage automatique existe, pardon, et que c'est plutôt un programmateur, une pile, un cycle le matin à 6h pendant 15 minutes. Il a peut-être plu 10 minutes avant, s'il n'y a pas de pluviomètre, on arrose, et il pleuvra peut-être l'après-midi. Et si le système n'est pas suffisamment sophistiqué pour le prévoir, on va arroser 2 heures avant une pluie, voire même pendant une pluie. Voyez. Donc c'est finalement vraiment là-dessus qu'on a décidé de travailler. Et ce qu'on s'est rendu compte en croisant un petit peu des calculs, c'est qu'en regardant ce qui se passe avant et en regardant ce qui se passe après, on économise jusqu'à 50% du volume d'eau d'arrosage. Voilà, donc sur l'année. Donc c'est en ça que cette solution, elle est dite intelligente. Merci. Et on a une autre solution d'irrigation dite passive, donc Aquarise. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est finalement comme le rétention que je vous ai présenté juste au début, qui fait de la rétention d'eau temporaire, mais qui a une natte au-dessus qui permet de faire de la remontée capillaire de cette eau stockée. Donc au début, on a une absorption, un stockage d'eau donc entre les alvéoles. On a l'évapotranspiration des plantes et cette remontée capillaire qui va permettre vraiment de rendre disponible cette eau stockée aux plantes et donc au niveau des racines et réutiliser cette eau stockée avant au lieu de l'envoyer au réseau d'assainissement. Et bien sûr, on parle d'irrigation active parce que on a, en fait, c'est de manière naturelle, on n'a pas d'énergie pour pouvoir permettre cette remontée capillaire. Tout se fait de manière naturelle. Donc on arrive au dernier point, donc c'est réutiliser. Alors, comme l'a dit Lionel, on parle d'irrigation, on parle aujourd'hui beaucoup d'irrigation avec de l'eau potable. L'objectif, c'est de s'en séparer, de réutiliser les eaux non conventionnelles, donc de pluie ou eau grise, parce qu'on est tous conscients du stress hydrique. Là, c'est une carte de France de sécheresse, donc du 29 août 2023. On a quand même beaucoup de territoires qui sont colorés. Aujourd'hui, un foyer consomme 150 litres d'eau par jour, par personne, et on a un potentiel de 40% d'eau grise. Donc finalement, aujourd'hui, si on regarde le graphique à droite, on consomme 60 litres d'eau par jour pour les douches, et ce gisement peut être réutilisé
parce que c'est de l'eau grise qu'on peut traiter et réutiliser pour les toilettes, pour le lavage de la voiture, du jardin, le nettoyage de locaux techniques, etc. Donc on travaille sur ces solutions et donc je vais donner la parole à Alix pour tout ce qui est réutilisation des eaux de pluie. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler uniquement des pluies météoriques. Donc c'est des pluies qui sont en fait collectées uniquement sur les toitures. On va se concentrer que donc sur les toitures. Comme Alicia l'a expliqué, beaucoup de nos usages sont techniques et l'idée c'est de faire mieux avec moins, grâce notamment à la récupération des eaux de pluie. La récupération des eaux de pluie, la chose la plus importante en amont du projet de vouloir récupérer les eaux de pluie, ça va être le dimensionnement. Le dimensionnement va nous permettre différentes choses, donc d'avoir une visibilité sur le projet à venir pour voir quelle est l'emprise du projet et les capacités à collecter les eaux de pluie. Donc grâce à des éléments que vous pouvez nous communiquer, donc la surface de toiture, la pluviométrie, du secteur géographique et les besoins, on va réussir à avoir une courbe prévisionnelle en fait. On va surtout aller chercher la permanence de l'usage. Comme l'a dit Alicia tout à l'heure, les arrêtés préfectoraux sont de plus en plus nombreux, de plus en plus longs et de plus en plus stricts. Donc l'idée c'est de pouvoir être autonome durant donc la moyenne nationale c'est 21 jours entre deux pluies. Donc le but de cette courbe c'est d'avoir, donc en haut vous avez le nombre de mètres cubes collectables. À droite, vous avez les couvertures des besoins qu'on est capable de couvrir grâce à... Donc ici, c'est 150 mètres cubes, la solution numéro 1. Et en bas, vous avez le nombre de jours en autonomie sans pluie. Donc ce calcul, il est primordial, il est important et on ne peut pas faire de projet de récupération pluviale si on ne passe pas par ce calcul. Donc ce calcul, il est aussi calculé sur les 5 dernières années en pluviométrie. Hop. Dis-moi. Oui, je me permets juste d'intervenir là-dessus parce que ce graphique, il est intéressant. Ça permet quand même de se rendre compte que quand on veut faire de la récupération des eaux, il y a un seuil plafond. Il y a une espèce de valeur au-delà de laquelle on peut doubler ou tripler la capacité du réservoir sans pour autant être plus efficient. Et donc ça, c'est aussi une sensibilisation pour dire que c'est intéressant de passer par l'intermédiaire d'un bureau d'études qui va vous accompagner pour dimensionner ce réservoir d'eau de pluie, parce que la taille du réservoir c'est pas forcément plus c'est gros mieux c'est. Voilà, c'est qu'à un moment donné il y a un optimum qu'il n'est pas nécessaire de dépasser parce que ça va coûter très cher de creuser et d'enterrer du vide plutôt que de dire on se limite à 80% du besoin et les 20% qui restent on va avoir recours à l'eau du réseau. Voilà, mais c'est optimisé économiquement. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci Lionel. Petite parenthèse parce que tu as parlé de très cher. On est vraiment sur des produits, donc je vais vous les présenter après. On est vraiment sur des produits éco-conçus, donc l'idée c'est d'avoir du sans consommable que du réparable. Sinon en fait on perd cette valeur environnementale d'installer des solutions de ce type. Donc on va faire d'abord un petit schéma de principe. Je vous présenterai les produits après de manière un peu plus précise. Donc la récupération pluviale se compose de 3 éléments. Vous avez le filtre qui est ici schématisé en bleu à gauche, les citernes et la gestion. Donc en fait c'est filtre, stockage et gestion. Le système est composé toujours de la même façon. On s'attardera pas trop sur les cuves qui n'ont pas de valeur. Ce qui est important c'est le volume. C'est-à-dire qu'il faut que le volume soit représentatif de la note de calcul. Mais c'est surtout une filtration et une gestion. Je m'explique, c'est que sans filtration, alors déjà sans filtration on n'est pas réglementaire, mais avec une eau filtrée en fait on va être sur une eau, donc à l'œil vous ne pourrez pas voir la différence entre de l'eau de pluie ou de l'eau de ville. Mais donc d'abord l'eau est filtrée par le fait que vous voyez en bleu, elle est stockée et après elle va être gérée par un automate qui se trouve dans le bâtiment. Donc généralement on est sur des solutions enterrées pour le filtre et le stockage. Parce que pour des raisons techniques et aussi des raisons de visuel, c'est-à-dire que d'avoir une citerne hors sol, c'est pas forcément les choses qui sont très tendances sur des bâtiments verts et des bâtiments vertueux. Le gestionnaire d'eau de pluie, lui, c'est lui qui va gérer la redistribution des eaux dans le bâtiment.
Donc petit zoom, là on va réussir à mieux voir un peu comment se compose la solution. Tout ce qui est à la droite, c'est ce qui va être enterré, donc le filtre et le stockage, et après la gestion. Donc le gestionnaire dont je vous ai parlé, c'est un automate intelligent qui va nous permettre de dire en priorité, j'ai de l'eau dans mes cuves, j'envoie de l'eau des cuves, j'ai plus d'eau dans mes cuves, j'envoie de l'eau de ville. C'est un système qui va nous permettre de faire 75%, qui va permettre de couvrir 75% des consommations dans le bâtiment. Il a été conçu pour différentes raisons. Alors, il a une emprise très faible, on l'a conçu pour l'implanter dans des bâtiments déjà existants, donc il fallait qu'il puisse passer dans une porte. Et il fallait aussi qu'il s'auto-diagnostique. L'idée, c'est de minimiser les coûts d'entretien, minimiser les SAV et d'avoir une télégestion, donc par le fabricant et par la personne sur site qui s'en occupe, en disant voilà, j'ai une pompe qui fonctionne pas, ou tout fonctionne bien, on fait des économies. Ça va être son rôle principal. Hop. Et ça, c'est le filtre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un filtre qui va nous permettre de collecter des toitures moyennes et des grandes surfaces de toiture. On va être entre 2000 et 7000 mètres carrés de toiture collectable dans ce filtre, dans lequel on peut rentrer en plusieurs diamètres. Et il est facile d'installation, on le coule dans du béton, et en fait vous avez un couvercle vissable, dévissable, inspectable, et on est sur un matériel la grille à l'intérieur est de l'inox. On va être sur un matériel qui va être avec peu d'entretien et sans consommable. J'insiste vraiment sur ça parce qu'aujourd'hui le consommable, malheureusement, après quelques installations, ça c'est pas très pire. Ensuite, donc ici vous avez en haut à droite les données qui ressortent sur les écrans des systèmes connectés au bâtiment. Donc vous allez avoir le graphique qui est bleu et rose, ça va être les économies que la personne a faites sur le site, avec les alertes qui sont possibles d'avoir, donc sur les pompes, les électrovannes, etc. Et en bas, vous avez l'installation. Donc ce qui est important de voir, c'est que tous les départs en bleu sont les départs vers les usages techniques. Sur les toilettes, l'arrosage, laveuse de sol, process industriel, évidemment toiture végétalisée, panneaux solaires, et voilà. Et les différentes gammes de produits qu'on a sur ce type d'installation, ça va être du coup donc le Kipo Vision que je viens vous présenter, le Kipo D2 collectif qui va être plutôt sur du petit collectif, et ensuite le Kipo Green qui va être sur tout ce qui va être îlot de chaleur urbain. Oh pardon, je te repasse le micro. Merci. Merci Alix. Donc on va terminer avec le dernier volet du chapitre réutilisé. Donc Alix nous a parlé des eaux météoriques. On vous disait au départ que c'était pas suffisant, ça ne serait pas suffisant pour alimenter les usages. Et donc on a fait ce constat, alors qui n'est pas nous ne sommes pas les seuls à l'avoir fait, mais on a utilisé les données à notre disposition pour le faire. Donc de cette réalité des 150 litres par jour qui sont consommés ça c'est des données moyennes françaises. Il est évident que vous, visiteurs de Polytech, êtes plus conscientisés et consommez certainement moins que 150 litres d'eau par jour. Partant de ce principe. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans notre usage du quotidien, beaucoup d'eau est utilisée sans avoir besoin forcément d'une eau potable. Le meilleur exemple, c'est l'eau de chasse d'eau des toilettes. Un autre exemple, c'est de l'eau d'irrigation, des espaces verts ou des sols extérieurs. Donc on est parti à la fois de ce principe-là il y a 4 ans, puisqu'on a démarré, il y a même 5 ans maintenant, puisqu'on a démarré ce développement en 2018. Et plus récemment, vous avez entendu au mois de mars le gouvernement s'exprimer sur ce sujet dans le cadre du plan eau, qui prévoit de passer de 1% d'eau usée, donc eau grise traitée, à 10%. Donc x10 en moins de 10 ans, c'est un objectif qui est très ambitieux. Alors nous, on est très contents de se rendre compte qu'il y a 5 ans, on ne s'est pas trop trompé en termes de direction de développement. Et donc ce développement, il consiste à récupérer les eaux grises d'un bâtiment. Alors c'est quoi les eaux grises? C'est toutes les eaux usées à l'exception des toilettes et des urines.
Donc toilettes et urinoirs quand il y a des urinoirs. Donc ça, c'est une eau grise. L'objectif, c'est de récupérer ces eaux grises du bâtiment, de les traiter et de les réutiliser. Alors comment on fait ? Eh ben, on a développé un système qui s'appelle Skywater Clear. Alors nous, on est des spécialistes de la toiture végétalisée, donc on a développé une toiture végétalisée phytoépuratrice qui a l'avantage de ne pas occuper des mètres carrés de foncier. Donc en milieu urbain dense, ça peut présenter un intérêt de ne pas quitter l'emprise bâtie du bâtiment et donc de se concentrer sur la toiture, ce qui fait que le bâtiment ne produit plus d'eau grise à l'extérieur de son emprise. Alors, on a appris tout à l'heure qu'on ne produisait plus d'eau de pluie vers les réseaux, on ne produit plus d'eau grise vers les réseaux, et nos collègues thermiciens vous expliqueraient qu'il n'y a plus de déperdition thermique du bâtiment grâce aux isolants. Donc on essaie de rendre ce bâtiment le plus passif possible vis-à-vis de son environnement. On devrait plutôt dire actif vis-à-vis de son environnement. Et donc ce système de phytoépuration, on a donc démarré ce développement il y a 5 ans. Il se trouve qu'on a livré ce projet il y a quelques semaines. Donc c'est un projet qui est à Strasbourg. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est sur la toiture du nouveau siège social de Soprema. Donc là on est sur un restaurant d'entreprise. On est sur notre restaurant, notre cantine d'entreprise. Et ce bassin de phytoépuration, il fait 120 mètres carrés. Il récupère environ 3 mètres cubes d'eau grise par jour, qui sont donc envoyés en toiture par un poste de relevage. Donc ce poste de relevage relève les eaux vers ce bassin. Dans ce bassin, on a une action des micro-organismes qui dégradent la matière organique, qui dégradent les polluants, dans ce qu'on appelle un temps de séjour de l'eau grise, temps de séjour dans le bassin, de plusieurs heures. Donc voilà, à l'occasion de ce temps de séjour, on a tout un travail biologique naturel. Il n'y a absolument aucun intrant chimique ou extérieur à des simples bactéries. Ensuite, cette eau grise traitée redescend dans un local technique dans lequel elle est clarifiée, désinfectée. Ça, c'est pour respecter des contraintes bactériennes et donc se conformer à une directive obligatoire de l'ARS, Agence régionale de la santé, qui impose une bonne qualité sanitaire de l'eau pour ne pas intoxiquer les occupants des toilettes. Je rappelle que cette eau n'est pas bue, n'est pas utilisée en hygiène corporelle, elle est simplement utilisée pour tirer des chasses d'eau et arroser des toitures végétalisées. Mais donc à l'aval de ce dispositif, on récupère l'essentiel des eaux qui sont envoyées, à part ce qui est évapotranspiré en toiture, pour un usage domestique. Voilà, j'ai une petite vidéo de 2 minutes à montrer. Là, vous allez comprendre les étapes du procédé. C'est une solution qui est unique en France. C'est la première aujourd'hui qui est mise en place en toiture. Donc là, vous voyez qu'on collecte les usages salle de bain, évier, dans les pièces concernées. Eau grise, eau entre guillemets polluée. C'est envoyé vers un local technique dans lequel on fait un premier dégrillage. On sépare les liquides des solides schématiquement. On garde ces liquides et on les passe au travers d'un filtre biosourcé. Ensuite, cette eau est remontée en toiture vers le filtre planté pour une filtration par les micro-organismes et par les bactéries du sol. Donc on asperge cette eau sur un filtre planté que vous avez vu en photo. Les micro-organismes travaillent, dégradent les polluants et pendant un temps de séjour de plusieurs heures et renvoient cette eau gravitairement dans le local technique de départ dans lequel cette eau est stockée pour répondre aux usages de l'habitation, désinfectée. Donc on utilise une solution d'eau oxygénée, tout simplement de l'eau oxygénée. À votre robinet, on utilise du chlore. Là, on utilise de l'eau oxygénée. Et c'est renvoyé vers les usages, donc chasse d'eau de toilette et arrosage des espaces verts ou des toitures végétalisées.
Voilà le processus. Ça prend 24 heures, donc chaque jour, on peut renouveler ce principe. Voilà. Évidemment, nous sommes accompagnés dans ce développement par des partenaires scientifiques. Donc on est accompagné par le Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, qui nous accompagne sur la partie performance et solutions techniques. On est accompagné par le LESU, Laboratoire d'environnement, eau environnement des systèmes urbains, qui nous accompagne sur la partie acceptation sociale, comment les utilisateurs acceptent le fait de réutiliser de l'eau grise traitée dans le bâtiment. C'est un projet qui est passé par un principe de dérogation préfectorale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'état de la réglementation ne permet pas du jour au lendemain de mettre en place ce dispositif. Ça, c'est la situation en France aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut passer par une dérogation préfectorale. Il est question que ce principe de dérogation préfectorale soit assoupli par le plan eau Macron. Donc on attend avec impatience l'évolution des décrets concernant la réutilisation des eaux de pluie et des eaux grises en application domestique. Parce que ce projet qu'on a porté comme un peu un fleuron, comme une solution emblématique, a quand même pris 1 an de démarche administrative avec la préfecture du Bas-Rhin en l'occurrence, pour obtenir l'autorisation d'utiliser une eau grise traitée dans des chasses d'eau de toilette. Voilà, ça c'est quand même la réalité de la réglementation. Alors qu'on sait bien que tout le monde n'attend que ça. Voilà, donc les partenaires scientifiques, j'en ai parlé, et le partenaire corporate qui s'appelle la société Aquatiris, qui est un spécialiste des filtres plantés au sol, donc de phytoépuration, qui nous a donc accompagnés sur ce développement de projet avec leurs compétences en termes de phytoépuration. Voilà, donc on a fini le tour d'horizon. En résumé, s'il fallait faire un résumé, on vous a parlé donc des solutions de réduction des débits en sortie de toiture grâce aux solutions de régulation Slowly et Retentio. Donc là, on stocke de l'eau en toiture au plus près de la goutte. On stocke de l'eau en toiture, on limite les débits vers les réseaux et donc on se conforme aux dispositions des PLU. Deuxième solution, le rafraîchissement urbain. Donc, tant qu'à avoir une toiture végétalisée, on optimise la palette végétale pour avoir des plantes à forte évapotranspiration et donc en faire des oasis de verdure au plus près des utilisateurs. On va économiser de l'eau. Cette eau étant nécessaire pour la survie des plantes, on va quand même l'économiser par des solutions frugales les plus raisonnées possibles en termes de consommation d'eau d'arrosage. Avec les solutions qui sont listées ici. Et puis, en pénurie d'eau de pluie, on va s'orienter vers les eaux grises. Alors oui, je devrais quand même mettre l'accent sur le récent partenariat. C'est pas un partenariat, c'est la récente intégration dans le groupe de la société Kip Eau Pluie qui s'est exprimée sur les eaux pluviales. Donc on vous invite à venir nous voir juste derrière et de découvrir nos solutions de gestion des eaux pluviales dans le bâtiment. Et quand on a donc plus d'eau de pluie, on s'oriente vers le recyclage des eaux grises traitées. La réglementation va évoluer. On considère qu'aujourd'hui, elle n'est pas favorable, mais on espère que les pouvoirs publics vont prendre le sujet en main et faire avancer les décrets qui sont actuellement en cours de rédaction sur ces sujets de la réutilisation des eaux de pluie et des eaux grises. Voilà, on a fait le tour. On est à votre disposition pour vos questions. On espère que vous avez appris des choses. Et si vous avez des questions, voilà, on vous écoute. Il y a des micros, n'hésitez pas. Il y a plein de questions sur tous ces sujets. Je vais donner celui-là. Merci, je suis Stéphanie Angling de Entrepreneurs pour la planète. Je croyais que justement la réglementation avait déjà évolué sur l'utilisation des eaux grises pour arroser les espaces verts et que pendant une période de 5 ans, l'industriel qui faisait ça devait juste prouver la non-toxicité, avait 5 ans pour prouver la non-toxicité. J'ai mal compris ou parce que là il y a aussi les toilettes. Je ne suis pas un expert de la réglementation, mais ce que je sais, c'est que les décrets aujourd'hui ne le permettent pas. Tout ce qui est eau grise en réutilisation fait l'objet d'une dérogation préfectorale. Cette dérogation doit être étudiée par la préfecture
du projet, hein, et elle n'est pas valable pour plus qu'un projet, c'est-à-dire que c'est étudié au cas par projet, et qu'elle engage le porteur de projet vis-à-vis de l'institution publique à justifier pendant 2 ans de l'innocuité, en tout cas du dispositif installé, sous réserve de présenter un dossier qui illustre bien qu'est-ce qu'on va faire avec cette eau, comment on s'engage à respecter la qualité, quels sont les fusibles entre guillemets qui sont mis en place en cas de problème sanitaire. Donc voilà, c'est dérogation préfectorale sur la base d'un avis de l'ANSES qui est public et que l'ARS s'appuie sur ses recommandations. C'est un avis seulement. Hein. Donc vous devez suivre l'innocuité pendant 2 ans, c'est ça? Voilà, pendant 2 ans, nous sommes engagés à prélever des eaux brutes et des eaux traitées sur ce dispositif expérimental aujourd'hui. Hein, on va dire que c'est expérimental, mais c'est à une échelle où on peut le reproduire. Et nous sommes engagés pendant 2 ans à produire des résultats. Je tiens quand même à dire que ça fait 4 ans qu'on travaille sur le sujet, qu'on a déjà plus de 18 mois d'analyse derrière nous sur ce procédé, et que si on est passé à l'étape 2, c'est qu'on était rassuré sur la qualité en sortie. Okay. Merci. Tu peux lui donner le micro ? Bonjour, Guillaume Vallet, Vinci Construction Grand Projet. Moi, j'aurais une question sur quelle est la quantité en fait d'eau des toilettes par rapport à la totalité des eaux d'un bâtiment. Parce qu'après, derrière, vous recyclez les eaux grises pour les toilettes ou l'arrosage. Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez déjà quantifié le coût que ça représente de traiter ces eaux grises? Je recherche le petit graphe pour pas vous dire de bêtises. Voilà. Ah, je n'étais pas là depuis le début, désolé. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur les chasses d'eau de toilette? Combien? 30 litres. Oui, c'est ça. C'est ce que j'avais en tête. Donc, bon, ça, ce sont des données nationales hein, qui sont communiquées par l'ATEP, l'interprofession du traitement de l'eau à la parcelle. Donc, 30 litres par jour et par personne, fois le nombre de personnes dans l'habitation. Voilà, donc ça, c'est une fait première... 20%, quoi. 20% à la personne. C'est 20%. À laquelle on peut additionner les volumes d'eau qui sont utilisés pour l'arrosage, puisque ce sont les 2 usages aujourd'hui qui sont visés dans le cadre de la réutilisation d'une eau usée traitée, arrosage des espaces extérieurs. Et je crois qu'il faut ajouter non alimentaire. Alors là, je suis pas certain. Hein, voilà, c'est en tout cas arrosage des espaces verts pour sûr. Et pardon, au niveau des coûts, ouais. C'est marrant, c'est une question qu'on oublie toujours. Je ne sais pas si vous avez assez de recul aujourd'hui pour concrètement comparer par exemple à un coût de mètre cube d'eau potable. Oui, alors en fonction des régions, ce ROI, il est à 4 € du mètre cube. Il n'est pas évident à calculer et il est d'autant moins facile à calculer qu'on a peu de recul en termes d'installation. Ce que je vous ai montré là, c'est le seul pilote expérimental en toiture pour traiter des eaux grises en France et peut-être même plus largement qu'en France. Donc il est évident qu'on a mis en place un système qui n'est pas représentatif de ce que l'on va commercialiser demain, même si c'est bien ça l'objectif. On a mis en place toute une série de dispositifs expérimentaux de monitoring, de points de prélèvement, d'eau brute, d'eau pré-traitée, d'eau traitée, d'eau clarifiée à plusieurs endroits du démonstrateur, du processus. On a mis en place une solution de reversibilité, c'est-à-dire que s'il y avait une problématique sanitaire, on est en capacité de shunter complètement l'installation et de revenir sur de l'eau de ville. Voilà, donc tout ça fait que aujourd'hui on est en R&D, c'est de la recherche et du développement, et donc c'est un démonstrateur à plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, sur 4 ans, avec une partie de tout ça qui est des coûts d'analyse dans un laboratoire accrédité. Voilà. Donc le coût, il est évidemment pas représentatif. On devrait plutôt parler d'objectif de coût. Quel est l'objectif de coût d'une autonomie de traitement? Alors j'ai pas non plus de réponse à donner tout de suite, mais c'est bien comme ça que je pense on va établir notre feuille de route, c'est de dire un système comme ça, ça doit s'amortir sur 10 ans, 15 ans, je sais pas. Et plus le mètre cube d'eau sera cher et plus ce sera facile d'amortir
parce que c'est réaliste de ne plus considérer que dans des toilettes on doit utiliser de l'eau potable. Oui, après, vous avez, cette eau en fait n'est pas réutilisée dans le réseau et traitée par les stations d'épuration. Donc on va changer la configuration de la qualité de l'effluent qui va entrer en station d'épuration. Et ces installations vont devoir, elles, être transformées pour s'adapter à cette nouvelle qualité. Et moi, la question finale, en fait, c'est de savoir si, globalement, en investissement dans les nouvelles installations et le coût que va porter en local le traitement, est-ce qu'au final, on ne fait pas une équation égale ? Et à ce moment-là, quel est l'intérêt d'investir en local, vu qu'on a déjà un réseau qui traite aujourd'hui ? C'est ça, voilà, c'est être capable. Là, on change d'échelle, on passe du bâtiment au territoire. Et c'est vrai que cette question, elle est centrale quand on commence à parler de donner 2 vies ou 3 vies à l'eau. C'est qu'évidemment, le gestionnaire de l'eau et sa station d'épuration qui a été dimensionnée il y a 10 ans ou il y a 15 ans, ou demain, pour un bassin avec un certain nombre d'habitants, elle se confronte à une nouvelle réalité. C'est qu'il y a un changement de la consommation, il y a un changement des volumes d'eau qui lui parvient. Donc voilà, moi j'ai pas toutes ces réponses. Évidemment, je suis à la place de celui qui conçoit une solution qui voudrait donner 2 vies à l'eau. Mais c'est des questions qu'il faudrait évoquer avec les gestionnaires de réseau, avec les syndicats de traitement d'eau, avec les stations d'épuration. Voilà, je laisse cette question ouverte parce que j'ai évidemment pas de réponse. Merci en tout cas. Une petite dernière question. On a du temps, hein. Je crois qu'on a encore... j'ai pas l'heure là, mais on n'a plus le temps. Bon, eh ben, merci de... Oui ? Madame ? Oui. Il n'y a pas de surface minimum de projet, donc... économiquement, on revient sur la question des économiques qui est encore une question à peaufiner avec notre propre retour d'expérience. Donc il n'y a pas suffisamment de retour aujourd'hui pour faire un retour sur investissement. Il n'y a pas de surface mini. Là, on va prochainement réaliser une phytoépuration sur une caserne de pompiers dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris, donc Paris 2024. Donc le prochain projet phyto-toiture, il va être réalisé à Saint-Denis sur une caserne de pompiers. Il sera plus petit que celui-là. Objectif étant de collecter des eaux de douche tout un régiment de pompiers un régiment de pompiers se douche 3 fois par jour, donc produit des grandes quantités d'eau et en sortie lave des dizaines de camions. Donc là on voit bien qu'il y avait un intérêt à collecter cette eau pour la réutiliser dans un usage interne du bâtiment. Donc nous on se donne pas de limitation d'échelle. Évidemment à un moment donné les économiques et peut-être la technique va nous imposer de mieux cadrer, mais voilà, on pense surtout à avoir une dynamique dans les projets. Donc voilà, pour terminer simplement, que ce soit Kipopluie qui maintenant fait partie de Soprema, Sopranature avec les toitures végétalisées, c'est d'un côté 20 ans de recul sur la collecte et la réutilisation des eaux de pluie, plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des toitures végétalisées, plusieurs millions de mètres carrés de toitures végétalisées réalisées en France, à raison de 1000-1500 projets par an. Donc il y a un retour d'expérience concret, il y a des équipes pour vous renseigner, venez nous rendre visite. Voilà, on sera ravis de vous rencontrer. Du coup, je parle aussi des références récupération de pluie. J'ai pas eu le temps d'en parler. Enfin, j'en ai pas parlé tout à l'heure. On a équipé les McDonald's, des Leroy Merlin, des plateformes logistiques avec ce système. On a des vrais retours d'expérience à hauteur de entre 70 et 95% d'économie d'eau. Donc, c'est des solutions qui fonctionnent et qui sont pérennes. Voilà. Merci à vous tous et bonne journée.